Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, review d'IndyCar, review de la saison complète d'IndyCar 2020. Et qui dit IndyCar dans Multi-21 dit forcément Clyde du J. Belmont. Salut Clyde. Bonjour à tous. Alors on va revenir avec toi sur cette saison 2020, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, les pilotes qui ont performé, les pilotes qui ont beaucoup moins bien performé, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, faisons un grand résumé de cette saison qui finalement a été pas trop mal organisée et qui a pu commencer au Texas au courant de l'été. C'est ça, on aurait dû commencer évidemment en mars avec le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, sauf que tout était prêt et la veille, quelque chose comme ça, la course a été annulée, un peu comme en Formule 1, hein, tout était prêt, tout était lancé, puis ils se sont dit non, c'est pas possible d'organiser une course. Les débuts de saison de tous les championnats ont été chaotiques, de manière générale. C'est ça. Donc pendant plusieurs mois on s'est retrouvés, on savait pas trop et je pense que l'organisation justement a pris le bon pari, c'était plutôt d'essayer de faire un calendrier puis ensuite d'improviser, d'enlever des courses s'il y avait besoin, d'en rajouter s'il y avait besoin. Donc on a commencé au Texas justement le 6 juin, assez tôt finalement, surtout en sachant que l'épidémie aux États-Unis n'est pas maîtrisée du tout, ils n'ont même pas cherché à la maîtriser. Oui, ils sont encore en première vague pendant que nous on est en deuxième confinement depuis quelques temps. Là, c'est ça, oui. C'est magnifique. Oui, c'est la même vague depuis mars. Merci Trump. Et du coup, on a commencé très 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 fort avec 3 victoires de rang de Scott Dixon, une au Texas, une au Grand Prix d'Indianapolis, et puis ensuite au premier Grand Prix de Road America. Un très gros début de saison en général de Chip Ganassi, puisque la 4e victoire de la 4e course de la saison est remportée par Rosenqvist, le Suédois, qui va partir chez McLaren d'ailleurs l'année prochaine. Ensuite, on a eu quand même un petit réveil, on va dire, des autres teams, en particulier de Penske qui avait commencé le début de la saison à la ramasse. Et avec des victoires de Simon Pagenaud et surtout de Joseph Newgarden qui est monté progressivement en puissance. Il a fait un petit peu comme Dixon. Dixon, lui, il commence en général pas trop bien ces saisons. Et puis il monte en puissance et puis à la fin de la saison, il est tellement fort qu'il est inarrêtable et qu'il remporte les titres là. C'était le contraire. On avait un Dixon très très fort au début et Newgarden qui est monté en puissance. Comme ça, peu à peu. Alors j'allais faire un petit aparté sur Penske, mais c'est vrai qu'on a eu peur des performances des Penske en début de saison, puisqu'on se souvient entre le double meeting d'Iowa et Indianapolis il y a quasiment un mois, je crois, et donc ils arrivent à Indianapolis avec seulement 2 victoires dans l'escarcelle et des performances sur les premières courses qui n'étaient pas tip-top quand même par rapport au team qui est Penske, qui est le plus gros team d'IndyCar. C'est ça. Alors, ils ont effectivement commencé à redresser la barre dans la Iowa. On avait très peur pour eux sur les ovales et bon, pour les 500 miles d'Indianapolis, honnêtement, leur performance n'a pas été top. Ils étaient vraiment, comme tous les Chevrolet, un peu en déficit par rapport à Honda. Mais sur la fin de la saison, en particulier sur les Grands Prix routiers, ils ont bien redressé la barre, en particulier Newgarden. Tous les pilotes Penske ont eu une victoire. Ça, c'est le contraire à respecter, on va dire. Pagenaud en a une en Iowa, Power en a une à Mid-Ohio. Donc là-dessus, le contraire est respecté. Scott Dixon a continué à gagner au cours de la saison. On a évidemment la coupure, entre guillemets, c'est toujours la coupure depuis quelques années avec l'Indianapolis 500. Parce que finalement, c'est en général un pilote qui n'est pas dans la course pour le titre, qui gagne. Cette année, ça a été Takuma Sato, après une très très belle course de sa part, qui a ravi quand même la victoire à Scott Dixon, qui était très près de gagner aussi. Mais les années précédentes, ça avait été Pagenaud, ça avait été Power, qui n'était pas du tout dans la course pour le titre. D'ailleurs, on vous renvoie vers notre podcast qu'on avait fait spécialement pour l'Indy 500 à l'occasion, la preview et l'analyse de la course avec cette victoire de Sato qui s'était dessinée dans les derniers tours avant le simili red flag lié à un incident en toute fin de course. Donc c'est vrai que Sato, un peu surprise comme victoire, mais ça nous faisait toujours plaisir de voir Takuma gagner une course dans la saison. Toujours. Et sur la fin de la saison, donc, on a la grosse montée en puissance du team Penske qui a remporté toutes les courses après Indianapolis, sauf 2. Soit avec Paul Power, qui en a quand même remporté 2, soit avec Joseph Newgarden. Donc sauf 2, Scott Dixon qui remporte le Grand Prix de Saint-Louis
et Colton Herta sur Andretti qui sauve l'honneur d'Andretti en remportant la deuxième course de Mid-Ohio. Donc là, on en reparlera justement d'Andretti, hein, mais sur cette fin de saison, c'est qu'on a senti quand même la remontée en puissance du team Penske, ce qui a permis à Newgarden de se battre jusqu'à la fin pour le titre avec Scott Dixon. Effectivement, et du coup, un titre qui s'est décidé à Saint-Pétersbourg, c'est vraiment pas habituel. D'habitude, tu l'as dit, hein, Saint-Pétersbourg, c'est l'ouverture de la saison. On s'attend pas à ce qu'un pilote soit sacré à Saint-Pétersbourg. Et là, ce fut le cas avec la 3e place lors de la course pour Scott Dixon, mais le titre pour le pilote néo-zélandais. Exactement. Oui, très très près. Alors un mot sur Scott Dixon justement, 6e titre en IndyCar, une saison absolument complète du pilote, hein, parce que même si tu l'as dit, il y a eu un regain des pilotes Penske lors de la deuxième partie de saison, ça a toujours été Scott Dixon qui était dans le slot pour gagner ce championnat, et un Scott Dixon qui, les années passant, continue d'être présent aux avant-postes. C'est la 16e année de suite où il gagne au moins une course dans la saison, c'est assez dingue. Oui, c'est assez incroyable. Scott Dixon, c'est 289 courses sur 18 ans. Alors je me souviens, quand j'ai commencé à suivre l'IndyCar, Top 2 faisait des articles un peu moqueurs quand il a eu son 3e titre en 2013, en disant mais Scott Dixon c'est le pilote qui a un passeport de champion, il faut qu'il le renouvelle tous les 5 ans. S'il avait gagné en 2003, 2008, 2013. Et puis il a gagné en 2015 face à Montoya. Il a regagné en 2018, hein, encore les 5 ans, et puis à nouveau cette année. Donc ça fait 6 titres. Il y a 3 pilotes qui ont un palmarès assez semblable. C'est Scott Dixon, évidemment, A.J. Foyt, le pilote d'IndyCar, et Mario Andretti. Il est parmi les légendes. 50 victoires en IndyCar, c'est pas rien. 118 podiums, c'est pas rien non plus. 29 pole positions. C'est vraiment une carrière. Il est parmi les plus grands de toute façon. Et comme il dit, si c'est bien, hein, mais 7 c'est encore mieux. Et oui. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à te poser sur Scott Dixon. Tu as fait référence c'est un peu le bingo lorsqu'on parle d'IndyCar, à Andretti et A.J. Foyt, forcément. Ouais. 2 personnes qu'on retrouve aujourd'hui sur la grille, puisqu'ils ont des teams. Est-ce que dans l'avenir, on pourrait voir Scott Dixon arriver, lui, un pilote étranger, venir et monter une écurie en IndyCar pour faire gagner des petits jeunes? Ça serait quand même un symbole incroyable pour ce pilote qui est là depuis tellement longtemps, et tu l'as dit, hein, qui a marqué l'histoire de IndyCar sur les 20 dernières années. Après, pour Andretti, c'est plus son fils que le grand-père, hein, Je te l'accorde. Qui a fait le team, mais oui, je connais pas plus que ça les ambitions de Scott Dixon. Je sais même pas s'il pense à une retraite sportive, hein. Oh bah, il est jeune. Et je pense que effectivement, même s'il pense à une retraite sportive, il sera jamais très éloigné des circuits. Donc pourquoi pas dans un rôle de team strategist dans un premier temps pour faire la stratégie chez Ganassi, et pourquoi pas avec son team après, on sait jamais, hein. Scott Dixon, il a cette année 40 ans. Allez, quand on regarde Helio Castroneves et Tony Kanaan qui ont fait leur farewell il n'y a pas longtemps, qui sont en train de le faire pour Tony Kanaan, qui ont 45 ans, il lui reste encore quelques années au top. Ça peut le faire. On peut aller chercher un 7ème. Ouais, et Castroneves, il essaie de revenir l'année prochaine, hein. Oui. Il n'a pas vraiment dit au revoir. Un Castroneves est éternel, il faut le savoir. Oui, c'est ça. Alors, avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Multi21. N'hésitez pas à nous dire, bien évidemment, ce que vous avez pensé de cette saison 2020 d'IndyCar. Est-ce que vous auriez aimé que Mr. Perfect, un peu l'américain joli, Joseph Newgarden, remporte le titre? Ou est-ce qu'une victoire de Scott Dixon, un néo-zélandais, c'est toujours sympa? C'est toujours sympa, personnellement, je pense. Mais n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et on va passer à la suite de la vidéo avec les tops et les flops de la saison. On va commencer par le meilleur, les tops. Clyde, tes 3 tops de la saison, je te laisse commencer. Mon gros top, j'avais mis de toute façon Dixon. Il m'a vraiment impressionné cette saison-là. Il m'impressionne toutes les saisons, hein, mais il va vraiment commencer très fort, contrairement à son habitude, on va dire. Et ensuite, il a bien géré, il était performant là où il fallait. Et même s'il était moins performant, il a réussi à prendre les points qu'il fallait pour rester devant un Newgarden qui a bien remonté sur la fin de la saison. Donc vraiment un gros top pour lui, mais je vais pas m'étendre parce qu'on en a déjà parlé. Un gros top aussi pour McLaren. Alors certes, ils ont phagocyté le team de Sam Peter-Schmidt, donc ils ont fait en sorte d'avoir un peu d'expérience sur les circuits américains pour pas se faire ridiculiser, mais ils ont apporté à ce team-là un vent frais,
avec deux jeunes pilotes qui ont très très bien performé en début de saison et tout au long de la saison, pour passer sur Howard qui fait aussi partie de mes tops. Vraiment une grosse cote pour ce team-là. Je pense que c'est une équipe d'avenir. Ils attendent encore la première victoire, mais ça va venir. Ça va venir très très vite, je pense. Et je pense que l'ère des Ganassi, Andretti, Penske est terminée. On va bientôt avoir McLaren qui va se mêler à la lutte. Et un troisième top pour l'organisation. C'était pas une saison facile. C'était la première saison de Roger Penske en tant que propriétaire de l'IndyCar et des 500 miles d'Indianapolis. Chapeau. Ça a été une saison où il a fallu prendre des décisions difficiles, comme annuler une course au dernier moment. C'était une saison où il a fallu recomposer le calendrier, recomposer le calendrier dans un pays où l'épidémie galopait. Ils ont pris une décision très difficile, je pense, de faire les 500 miles d'Indianapolis à huis clos, alors que les autorités ne l'incitaient pas forcément, en particulier les autorités fédérales. Donc je pense qu'ils ont été courageux, ils ont été pragmatiques, ils ont quand même réussi à faire une saison qui se tenait, une vraie saison d'IndyCar, 14 courses, avec beaucoup de doubles courses, hein, évidemment, mais c'est toujours ça, on a eu une saison d'IndyCar. Effectivement, ouais, on a eu une saison complète d'IndyCar, on s'attendait peut-être pas à avoir autant de courses, on sait qu'il y a plein de circuits, il y a plein de séries qui ont limité en nombre de courses. IndyCar a réussi à limiter vraiment la casse, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Tu parlais de McLaren, je vais te suivre un peu pour un top en parlant de Patricio Howard. Alors, c'est sa deuxième saison en IndyCar, mais c'est sa première vraie saison complète. C'est un pilote pour lequel on a forcément de l'affection quand on connaît son histoire. Lui qui a été bourlingué par Red Bull, d'Indy Light, en Super Formula, en GP2, enfin en F2, et qui a été mis un peu partout avant d'être complètement abandonné par la firme autrichienne, et qui se retrouve là, chez Arrows McLaren, qui est le leader de cette équipe lors de cette saison, qui a été très solide. On l'a vu beaucoup se battre, je pense notamment à ses courses à Mid-Ohio, où il m'a vraiment impressionné parce qu'il était, même s'il se battait en midfield, il faisait des moves qui étaient assez impressionnants pour son âge, et il se battait contre des vrais patrons, hein, parce qu'il s'est retrouvé face à notamment Scott Dixon ou Joseph Newgarden qui se battaient pour le championnat, face à Simon Pagenaud aussi à un moment. C'était vraiment super, super cool de le voir à ce niveau-là. Donc Patricio Howard, vraiment un de mes pilotes coup de cœur de la saison. Un autre pilote coup de cœur, c'est Colton Herta, qui termine à 20 ans sur le podium final du championnat, qui gagne encore une course. C'est sa troisième en seulement 2 saisons, hein. C'est le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'IndyCar. Super jeune pilote. Il y a beaucoup de gens qui commencent à le voir en F1. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? C'est toujours le fantasme des pilotes américains en F1. On n'aura pas la réponse tant qu'on n'aura pas la réponse, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, Colton Herta, super boulot. Pour l'avenir, c'est un top pilote. Et vraiment, il fait très très plaisir. Et puis le troisième top, c'est Chip Ganassi Racing, hein, tout simplement. 5 victoires, 8 podiums cette saison. Très très gros team qui a su résister à Penske, et qui, en gagnant les 4 premières courses, a fait très très forte impression. Donc chapeau à tout le team Ganassi, à Felix Rosenqvist, à Scott Dixon, aussi un peu à Marcus Ericsson, même si ça a été plus compliqué pour lui. Et voilà. Donc, il monte en puissance. Voilà, super saison du team Penske et de ces deux pilotes suédois qui ont eu des bonnes carrières avant et qui mériteraient des meilleurs résultats. Je te laisse passer à tes flops. Alors mes flops, j'ai eu un peu de mal à trouver mes flops. Mais enfin, il y en a un qui était très facile pour moi. Le gros flop de la saison, c'est Rossi, et par extension Andretti. Là, Rossi, c'est toujours été un pilote qui était là, qui faisait le boulot, qui a failli remporter le championnat en 2018, qui a toujours remporté des courses, toujours très fort à l'Indianapolis 500. Ça a été toujours encore le cas cette année, même s'il a dû abandonner, hein. Mais à part justement l'Indy 500, il était nulle part toute la saison. En lutte avec la voiture, il la comprenait pas. Et par extension, on n'a pas trop vu en général les Andretti à part Colton Herta et Marco Andretti pour la pole position pour l'Indy 500. Mais sinon, bon, Andretti, on a l'habitude, on va dire, qu'il soit un petit peu transparent. Rossi quand même beaucoup moins, Hunter-Reay moins aussi. Et là, cette saison-là, on les a pas trop vus. Je pense que Andretti a du pain sur la planche, et Rossi a besoin de mieux comprendre la voiture. Ensuite, j'avais mis Penske en début de saison. Je les ai trouvés vraiment un peu à la ramasse.
J'ai trouvé leur première victoire pas forcément chanceuse, mais sortait un petit peu nulle part. Mais ils se sont bien rattrapés sur la fin de la saison, donc c'est vraiment un demi-flop. Et bah alors en troisième flop, j'ai mis le Covid qui nous a privés de beaux circuits quand même, comme Barber, comme Long Beach. Donc vraiment dommage. Enfin, ça a été une saison intéressante tout de même, hein, mais on aurait préféré plus de diversité dans les circuits, même si ça a été assez équilibré entre ovale, circuit routier. Bah, je vais te suivre sur ce point-là. C'est vrai que tu parlais de Barber et de Long Beach. On peut penser aussi à Laguna Seca qui nous a un peu manqué cette année quand même. On va pas se mentir. Et mon seul flop qui concerne le calendrier, c'est 3 courses sur le circuit routier d'Indianapolis. Alors je sais qu'on pouvait pas tout prévoir et que peut-être qu'ils n'avaient pas prévu au départ à refaire un double meeting sur le circuit routier, mais après une première course en début de saison pour le GMR Grand Prix, revenir pour le Harvest GP en fin de saison. La première course était rigolote, la deuxième, on va pas se mentir, beaucoup moins. La troisième, si quelqu'un en a retenu quelque chose, merci de me le dire, parce que pour moi, il s'est absolument rien passé. Donc, les double headers, ça m'a pas trop dérangé, mais là, en faire un sur un circuit qu'on avait déjà eu. Bon, alors après, c'est la solution de facilité, hein, tu l'as dit, Penske, il a le championnat et le circuit d'Indianapolis, donc pourquoi pas, mais ça sera une leçon à retenir pour la suite. Si on pouvait éviter trop de courses sur le même circuit en IndyCar, ça correspond pas trop à la série. Comme pilote qui a connu du moins bien, et écoute, on a parlé tout à l'heure de Patricio Howard, on va parler d'Oliver Askew, qui a fait une saison. Alors, non seulement ses résultats ont été mauvais, tu parlais de la saison en demi-teinte de Alexander Rossi, pour les mêmes raisons, c'est beaucoup d'erreurs du pilote, beaucoup d'erreurs d'inattention. Alors, Oliver Askew, il est jeune, hein, bien sûr, mais à ce niveau-là, tu peux pas te permettre les erreurs qu'il fait. Surtout au départ, il est très peu attentif, il part très très vite et il se retrouve dans une situation compliquée, ou alors il loupe complètement le départ, il est jamais dans les temps, et ça a été un gros problème cette saison. Et puis mon deuxième pilote en flop, c'est Ryan Hunter-Reay, qui a connu une saison difficile aussi. Il a beaucoup d'erreurs de déconcentration. On se souvient à Iowa où 2 jours de suite il fait la même erreur en sortie de pit stop, où il réaccélère avec des pneus froids, et il fait la même chose 2 jours de suite. Enfin, quand tu le fais une fois déjà, c'est assez bête, mais alors quand tu le refais le lendemain, tu passes vraiment pour un idiot. Et Ryan Hunter-Reay vraiment pas bon, j'ai trouvé cette saison. Donc à lui de cette saison. Voilà, c'est les choses qui se disent, c'est que c'est pas la première saison où il est mauvais. Il joue un peu sur son nom parfois. Là, il va falloir commencer à se poser des questions, parce que ça fait partie des pilotes pour Andretti, comme Zach Veach, comme Marco Andretti, même si les liens familiaux font que, qui dans les années à venir vont devoir se poser des questions sur leur place en IndyCar. Mais, et je pense qu'Andretti commence à renouveler son pool de pilotes. Oui, et puis on va pas se mentir, il y a des jeunes pilotes qui vont arriver. Rien qu'en regardant la Formule 2, tous n'arriveront pas en F1, et il y aura des gamins à aller chercher en F2, des Européens, exact, Magnussen, peut-être Sergio Perez, on ne sait pas, mais avec les sponsors de Sergio Perez, ça serait aussi une idée. Donc c'est vraiment, il y a certains pilotes nord-américains qui doivent commencer à se poser des questions. Et puis peut-être James Hinchcliffe de retour chez Andretti, incroyable. Oui, je pense que lui il a encore de quoi gagner, mais Hunter-Reay, Veach, j'ai des doutes. C'est une des interrogations pour l'année prochaine. Voilà, Zach Veach, il y a des doutes depuis le départ, et franchement cette saison me fait de plus en plus penser que les doutes seront confirmés. C'est pas parce que tu as fait des bons, et encore sans plus, des bonnes saisons dans les séries en dessous que tu vas forcément performer en IndyCar, et là il n'y a pas de progression chez Zach Veach, donc à voir pour la suite, mais ce sera intéressant de voir ça. Évidemment, on espère se retrouver en 2021 avec une saison complète d'IndyCar. Ce serait magnifique que Saint-Pétersbourg soit le début de la saison et pas la fin, que Laguna Seca soit la fin de la saison. Ce serait exceptionnel. Pour l'instant, on est sur 17 courses de prévues. Est-ce qu'on arrivera au bout? On ne sait pas, hein, vu la situation aux USA. En tout cas, je te remercie, Clyde, d'avoir parlé de cette saison d'IndyCar qui a été quand même très intéressante. Ouais. Vraiment passionnante, et j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine, parce que si la situation sanitaire et politique, parce que aux États-Unis il faut aussi faire attention à ça, le permettent, je pense qu'on aura une saison encore plus intéressante avec des petits jeunes qui poussent vraiment. Howard, Herta,
Magnussen, espérons, qui vont pousser et vraiment mettre les gros bras, entre guillemets, les Rossi, les Dixon, les Power, les Newgarden, les Pagenaud, vraiment dans leur retranchement. Et puis si vous en avez marre d'avoir des beaux circuits, sachez que l'année prochaine on ira à Nashville sur un circuit qui est ridicule, on en reparlera. Ça sera magnifique, mais c'est un des pires urbains qu'on ait vu et pourtant on en a vu des daubes. Et très peu d'ovales, ce qui fait que Grosjean envisage l'IndyCar maintenant. Ça serait beau. Ça serait beau. Grosjean en IndyCar, ça serait incroyable. Et est-ce que Gene Haas le suivrait? Bon là là, trop de questions. Vivement l'an prochain. Je te remercie Clyde pour cette saison 2020 et on se dit à la prochaine. Salut. À bientôt.